Le psychologue humaniste américain Abraham Maslow disait: si le seul outil dont vous disposez est un marteau, vous verrez tout problème comme un clou. Selon lui, la capacité humaine à toujours s'adapter face à de nouvelles situations reflète une grande partie de l'intelligence. Adapté au monde dans lequel nous vivons actuellement, un monde en réchauffement permanent, la question se pose de savoir de quel outil nous devons nous saisir pour prendre cette situation à bras le corps et s'adapter. Alors, quelle est la solution? C'est une question que je me pose depuis des années, et si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être parce que tu te la poses aussi. Je suis Léa Retinger, j'ai 23 ans, et je suis persuadée que les réponses sont plurielles et qu'elles proviennent avant tout des nouveaux récits qui doivent nous aider à penser différemment et vivre en se rapprochant de l'essentiel. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je veux aller à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent tous les jours pour faire advenir un lendemain désirable en construisant un présent qui l'est déjà, fait d'émerveillement, de joie simple et de vision alternative de voir et vivre dans notre monde. Et c'est au micro d'Echo Eclipse que vous entendrez le récit. Bienvenue dans ce podcast, et tout de suite, place à un nouvel épisode. Quand on parle d'écologie, on pense souvent d'abord à la protection du climat. Mais bien sûr, l'écologie est plus vaste que ça, puisqu'elle concerne l'ensemble des mesures de protection du vivant. À cause de l'action humaine, nous sommes entrés dans la 6e extinction de masse de l'histoire de la planète Terre, ce qui signifie que l'ensemble de la biodiversité terrestre disparaît à un rythme alarmant, voire sans précédent. À cause de ce constat, mais aussi et surtout par amour de la faune sauvage, Émilie Priou a décidé de parcourir le monde pour apprendre, étudier et tenter de la protéger au mieux. De retour en France, elle a choisi de mettre ses expériences au service de toutes celles et ceux qui voudraient s'engager pour la protection des animaux sauvages. À travers son projet Conservation Journey, qu'elle relaye largement sur Instagram, elle sensibilise sur cette question et donne des conseils pratiques pour s'engager dans des associations de conservation de la biodiversité animale. Aujourd'hui, elle est l'invitée d'Echo Eclipse. Coucou Émilie, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui au micro d'Echo Eclipse. Comment tu vas en ce début de décembre? Hello Léa, merci pour l'invitation. Moi aussi, je suis ravie de faire partie de tes invités de ton podcast. Et je vais bien, je vais très bien même. J'ai eu un super mois de novembre, donc ça booste pour cette fin d'année. Trop cool. On espère que décembre va être un mois aussi bien que le mois précédent alors. Quel est ton animal préféré, Émilie? Alors, c'est une question difficile pour moi parce que j'ai pas vraiment d'animal préféré. Je me suis pas vraiment spécialisée dans une espèce. Mais pour te répondre, je pense que je dirais l'orque. C'est quand même un animal qui me vient en tête en premier. euh, Parce que c'est un animal déjà marin, j'adore la mer, et hyper intelligent, joueur, magnifique. Je trouve ça dingue quand même, cet énorme animal avec des taches noires et blanches dans la mer. Enfin, c'est un peu incroyable, quoi. Donc voilà, je te dirais l'orque. Mais en réalité, vraiment, j'adore tous les animaux, quoi. C'est difficile, j'avoue. Tu préfères la montagne ou la mer? La mer, du coup. La mer, j'ai grandi au bord de... Enfin, j'ai pas... j'ai grandi à Paris, mais en fait, depuis que je suis petite, je suis allée beaucoup en Corse. J'ai fait beaucoup les tours de Corse en camping avec ma famille en étant toute petite, en bivouac, donc par la mer, donc par Zodiac, pardon. Donc je pense que c'est ça qui m'a d'abord vachement rapprochée de la mer. Et aujourd'hui, bah, je fais de l'apnée, je fais de la plongée, je fais de la natation quand je suis à Paris, que j'ai pas la mer à côté de moi. Donc ouais, clairement la mer. Ça me fascine beaucoup, tout ce qui est sous-marin. Et tu parlais d'apnée, ça fait combien de temps que tu as commencé? Bah, les cours, ça fait 1 an que j'en prends en piscine à Paris, mais en réalité, l'apnée, j'en fais depuis que je suis petite. Ça a commencé avec mon père qui me jetait dans la piscine des pièces d'1 euro Mhm. pour que j'aille les récupérer au fond. Vraiment, j'ai un souvenir très marquant de ça, et du coup, bah, ça m'a appris à aller profond. Il m'avait appris aussi à faire le canard pour glisser plus loin et aller plus profond plus vite. Et donc, j'en fais dans la Méditerranée depuis que je suis petite, quoi. Et là, ça fait vraiment 1 an que je prends des cours, mais aussi quand on en parlera sûrement, mais quand j'étais partie en Tanzanie il y a 3 ans et que je travaillais pour les requins-baleines, j'ai aussi pas mal fait d'apnée régulièrement là-bas. Incroyable. Pour se fondre à fond dans la nature, quoi, c'est fascinant, je trouve. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es?
Ben oui, avec plaisir. Je suis une amoureuse de la nature et principalement des animaux. Euh, je suis une conservatrice de la faune et de la flore. C'est les études que j'ai fait après le bac. Et après, j'ai aussi étudié la politique environnementale. En fait, surtout, je recherche à avoir de l'impact et à participer à la conservation de la nature parce que c'est la mission que je me suis donnée quand je me suis rendu compte de la chute de la biodiversité. Euh, j'ai voulu, pour m'autoriser en fait à être sur cette planète, je me suis dit qu'il fallait que je participe à la préservation parce que je trouve ça tout simplement trop beau pour que ça soit perdu. Je suis fascinée par l'évolution des espèces, comme je le disais par exemple avec l'orque, mais il y a tellement d'autres espèces qui sont absolument incroyables et qu'on estime, enfin, qu'on ne soupçonne même pas exister, quoi. Donc voilà, et donc j'ai commencé par faire de la science, travailler sur le terrain, et en fait après je me suis dit que je voulais plutôt régler les problèmes en racine, donc j'ai fait de la politique un peu à mon master et dans des ONG, et finalement aujourd'hui je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, qui est une, une méthode de vie qui me correspond le plus. Je suis vraiment assez convaincue aujourd'hui que c'est la voie qu'il faut que je suive, et donc aujourd'hui j'entreprends au service de la biodiversité. Incroyable. Et moi, j'aime bien poser une question qui a trait à l'enfance parce que je suis convaincue que nos passions, nos fascinations, elles sortent pas de nulle part. Donc, quel genre d'enfance toi t'as eu? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui t'es absolument fascinée et t'as eu envie de t'engager comme ça pour la conservation de la nature? Bah, on peut jamais vraiment savoir exactement, mais il y a plusieurs choses. Donc, comme je disais déjà depuis que je suis petite, je suis sur un bateau, trimballée dans la nature, à être dans l'eau, etc. Euh, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec ma famille et c'était toujours des voyages baroudeurs, aventuriers, dans la nature, à essayer de voir des espèces, etc. Et il y a aussi le fait que mon père, il se trouve que c'est le producteur de La Marche de l'Empereur, qui est un documentaire sur les manchots, les pingouins manchots qu'on a tous vus en étant petits. Et je pense que c'est peut-être une des premières fois où j'ai compris ce que c'était que le changement climatique, la conservation, le fait qu'il y a des espèces qui sont menacées, etc. Et à mon avis, ça vient de tout ça, quoi. Ça vient de tout ça, mais surtout, ça part de mon émerveillement euh, de mes voyages, de voir tous ces animaux, de mes premières plongées en étant jeune, etc. Euh, et en fait, cet émerveillement qui a ensuite été cassé par la compréhension des enjeux globaux, de la chute de la biodiversité, du changement climatique et de l'impact très dur à accepter de notre espèce finalement sur le reste de la planète. Et c'est ce qui a fait ton engagement du coup, et tu l'as dit juste avant, tu es aujourd'hui une véritable auto-entrepreneuse. Tu as créé deux très très beaux projets. Le premier, il s'appelle WIN. Il permet de lier entreprises et associations de préservation de la biodiversité pour créer et valoriser des partenariats qui ont du sens et de l'impact. Euh, le deuxième, c'est ton projet Conservation Journey. C'est un site internet d'aide à l'orientation académique et professionnelle pour celles et ceux qui veulent aider les animaux. Est-ce que tu peux nous parler de ces projets et de ce qu'ils représentent? Ben oui, avec plaisir. En fait, pour raconter, je pense qu'il faut que je le fasse chronologiquement parce que même en partant de quand j'étais au lycée et qu'on me demandait cette question qu'on s'est tous demandé, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et que je savais pas, bon, je savais que j'aimais la nature, etc. Mais j'avais pas compris que je pouvais vraiment, réellement choisir mon métier. Et un jour, je sais pas, il y a eu un déclic. J'ai vu quelqu'un, une présentatrice brésilienne qui faisait une émission à la télé, qui présentait une émission de documentaire animalier. Et je me suis dit, mais en fait, je veux trop faire ça, quoi. Et c'était au même moment où on me demandait à l'école, qu'est-ce que tu veux faire? Et donc je me suis dit, bah voilà, c'est décidé, je vais faire ça. Et donc, bon, après, ça a pas mal évolué. Au final, je me suis lancée dans la conservation de la nature, mais tout ça pour dire que j'ai vachement galéré à m'orienter. Quand j'étais au lycée, dans mon école, personne ne connaissait vraiment les voies pour s'engager dans l'environnement. Il n'y avait pas vraiment d'études spécifiques en France, ou en tout cas, j'avais pas su les trouver, j'avais pas su me faire guider.
Euh, et du coup, au final, j'ai eu quand même la chance de pouvoir partir en Angleterre où ils ont beaucoup plus de choix d'études dans ce domaine-là. Mais Conservation Journey est né justement de ce manque que j'ai ressenti. Et j'ai voulu, moi, être un peu le rôle modèle qui m'a manqué pour les autres. Aussi en me disant que plus on sera nombreux à participer à la conservation, plus on aura de l'impact. Et que ce serait trop dommage que des jeunes qui, comme moi, sont hyper volontaires, hyper motivés, tout simplement se démotivent parce que personne n'est là pour leur guider, pour leur dire quel chemin suivre et pour les rassurer. Parce que les premiers discours qu'on entend quand on dit à ses parents, à ses proches qu'on veut aider la nature ou en tout cas pas travailler dans ce domaine, c'est que c'est un domaine qui paye pas, c'est trop bouché ou que des choses démoralisantes. Et en fait, moi, je veux être à l'inverse, cette personne qui va motiver et donner les clés et les ressources pour y arriver. Et donc, ça a commencé sur mes réseaux sociaux où je partageais mes expériences, mes conseils. Et puis, j'ai vu que ça intéressait pas mal. Et puis, moi, j'ai voulu créer une carte qui recense un peu des associations pour moi-même trouver des assos dans lesquels m'engager. Et, euh, et cette carte, je me suis dit tout de suite que ça allait être hyper utile pour toutes les autres personnes. Et donc, j'y suis vraiment allée à fond. Donc, aujourd'hui, j'ai référencé 800 associations différentes. Et l'idée, c'est d'avoir un répertoire avec les infos clés de chaque asso pour gagner du temps quand on va faire des candidatures spontanées pour trouver des expériences sur le terrain. Et donc, cette carte-là, c'est l'outil phare du site Conservation Journey. Mais il y a aussi un annuaire d'études que je suis en train de vraiment alimenter avec plein d'études en France pour travailler dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Euh, et après, donc, WIN, c'est la continuité. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fait ce lien, ce pont entre les particuliers, les jeunes et les associations, j'avais envie de aussi d'aider les associations sur un autre penchant qui est le financement. Comment être visible auprès d'entreprises pour financer ces projets, exister et réussir à monter des projets ambitieux. Et donc, voilà, WIN, c'est le pont entre les associations que j'ai déjà répertoriées et des entreprises. L'idée étant de faire des partenariats qui ont du sens, donc d'aller mettre en relation les entreprises avec des associations qui ont un lien avec les impacts de l'entreprise, la chaîne de valeur, l'implantation, etc., pour que ça puisse perdurer. Parce que si ça n'a pas de sens, au bout d'un moment, ça rentre pas dans les stratégies et ça peut pas perdurer dans le temps, quoi. Et tu parlais justement de donner un peu cette motivation qui peut parfois manquer à toutes ces personnes qui ont envie de s'engager pour la conservation de la nature. Aujourd'hui, toi, tu donnerais quoi comme conseil à celles et ceux qui voudraient travailler dans une association de protection du vivant? Premier conseil, ce serait de contacter des gens qui travaillent dans ce domaine et de faire sa première expérience bénévole, même à côté de chez soi, si on ne peut pas partir. Je sais que souvent, il y a des jeunes qui sont encore mineurs qui me disent, mais je peux pas, où partir alors que j'ai pas encore 18 ans et tout. En fait, malheureusement, on peut pas partir à l'étranger quand on est encore mineur, mais ça n'empêche pas qu'on peut déjà s'engager. Donc un conseil, ce serait de se faire des expériences aussi pour démystifier le terrain, parce qu'on peut avoir tendance à s'imaginer que la conservation, c'est être tout le temps auprès des animaux, etc. Et en fait, c'est important ces expériences où on est proche des animaux, parce que c'est ça qui éveille en nous aussi un amour et une envie d'agir pour eux. Mais la réalité de la conservation, c'est que dans l'idéal, les animaux, ils n'ont pas d'interaction avec les humains. Et s'il y en a, par exemple, dans des centres de soins, c'est malheureusement parce qu'ils ont été accidentés à cause de nous. Donc l'objectif final, c'est qu'il y en ait de moins en moins dans les centres de soins. Donc voilà, un peu se frotter à la réalité de la conservation. Et puis si ça plaît, de continuer de faire des expériences. Et pour trouver des expériences, là, c'est ne pas se démotiver, faire des relances, envoyer des candidatures spontanées en expliquant vraiment les motivations, toutes les compétences qu'ils peuvent apporter en plus pour essayer de leur montrer que vous pouvez les aider sur plusieurs penchants, quoi. Et justement, c'est ce que tu me disais la dernière fois qu'on s'est appelé. Tu disais que pour celles et ceux qui veulent partir à l'étranger via des associations de conservation de la nature, celles-ci demandent souvent des contreparties financières assez importantes pour pouvoir les rejoindre et faire partie quelques semaines de leur projet.
Et toi, ce que tu me disais, c'est que dans ces cas-là, on pouvait toujours discuter avec ces associations pour amoindrir ce coût-là, en mettant en avant d'autres compétences que juste celles demandées dans le cadre de l'offre. Ouais, c'est ça, c'est un peu du troc. En fait, ce système payant, il y a des associations qui proposent des formats qui sont pas chers et qui du coup couvrent juste les frais de nourriture ou de location. Et dans ce cas-là, c'est OK. Mais malheureusement, il y en a vu qu'il y a une demande et il y a des gens qui sont prêts à faire ça plutôt quand ils partent en voyage. En fait, c'est un peu du volontourisme. Et bien du coup, ils ont développé ces offres-là, sauf que pour des jeunes qui, comme moi et comme d'autres, se lancent dans des études et cherchent des expériences pro, ils sont pas censés payer pour faire une expérience pro. Normalement, ils sont censés être payés en fait. Euh, et donc là est tout le problème, et c'est aussi pour ça, enfin c'est surtout pour ça que j'ai créé cette carte, parce que je sais que pour ne pas payer, il faut être beaucoup plus flexible. Donc, faut pas se dire, moi, je veux travailler sur les éléphants en Thaïlande et rien d'autre, parce que dans ce cas-là, bah, si l'association, elle est pas OK de t'accueillir gratuitement, euh, ben, tu n'auras pas d'expérience sur le terrain ou tu devras payer très cher. Donc, il faut être flexible sur la destination et les espèces. Et surtout, il faut envoyer un max de candidatures spontanées en expliquant justement, en proposant ce troc, donc cet échange de bon intérêt, en disant, bah, moi, en plus des missions du bénévolat que vous proposez, je peux faire du contenu pour vos réseaux sociaux, je peux vous aider sur les animations auprès des locaux, je suis bricoleur, donc je pourrais vous aider à faire des chantiers. Tout type de compétences est intéressant à mettre en avant. Et d'ailleurs, sur mon site Conservation Journey, je suis en train de développer des fonctionnalités là pour faire un peu un matching intelligent entre les compétences des gens qui sont sur la carte et les compétences dont ont besoin les associations pour encore plus faciliter cette mise en relation-là. Mais en effet, malheureusement, si on clique juste sur le site, souvent, bah, il y a des propositions de volontariat payant. Et c'est là où le fait que j'ai répertorié les adresses email, c'est pour pousser les gens à prendre contact direct avec l'asso et essayer de négocier pour ne pas payer. Après, les, les expériences payantes, si c'est pas des prix exorbitants, c'est OK, je trouve, pour des gens qui ne travaillent pas dans ce domaine-là, n'ont pas d'expérience ou n'étudient pas la biologie ou des choses comme ça. Si c'est parce que tu pars en voyage et que tu as envie quand même de t'engager dans une asso un peu une semaine, je trouve que c'est normal de payer un peu parce que ça prend quand même du temps de former les personnes et tout. Donc pour une semaine, c'est pas très rentable pour l'asso. Et dans ce cas-là, un don est le bienvenu. Mais quand c'est des personnes qui veulent rester un mois ou plus, moi, je trouve qu'on ne devrait pas du tout payer pour ça, quoi. Ouais, clairement. Donc vraiment penser au fait qu'il puisse y avoir des échanges de bons procédés, quoi. C'est ça qui fonctionne, quoi. Et aussi, contacter des personnes, une fois que vous avez trouvé une asso qui a besoin de vous, contacter les personnes qui ont déjà été bénévoles ou qui ont déjà travaillé dans cette asso pour savoir aussi comment sont accueillis les bénévoles, etc. Parce que malheureusement, quand on part à l'autre bout du monde, il faut quand même s'assurer qu'on arrive, enfin qu'on est bien accueilli. Malheureusement, parfois, ça peut être compliqué dans tout type de bénévolat. Euh, donc c'est important quand même d'avoir des retours d'expérience positifs. C'est super important, ça c'est sûr. Euh, Tu le disais aussi avant, tu es parti 3 ans en Angleterre à l'université pour étudier la conservation de la flore et de la faune sauvage. Mais aussi, il y a des ans, tu as fait un stage au sein de WWF, au sein du programme Criminalité liée aux espèces sauvages. WWF, c'est l'une des plus importantes associations de protection de la biodiversité au monde. Et ce domaine-là, si j'ai bien compris, il te passionne. Alors avec toutes tes connaissances, tout ce que tu as pu acquérir ces dernières années, est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo de l'état de la biodiversité dans le monde de manière ultra générale? Est-ce qu'il y a des endroits sur la planète où la faune et la flore se trouvent dans des états très critiques? Bah alors, le tableau global de la biodiversité dans le monde, il est pas très joyeux. Récemment, justement, WWF a sorti leur nouveau rapport Planète vivante. Et c'est un rapport qui sort tous les ans et ça fait depuis des dizaines d'années qu'ils le font. Donc, en fait, ils utilisent des données qui sont maintenant très précises et malheureusement, ils ont fait le constat qu'il nous reste globalement 5 ans pour changer la tendance, sachant que la tendance est que une espèce sur quatre est menacée d'extinction. C'est plus d'1 million d'espèces qui est menacée
l'extinction. Ça veut dire que ça va dérégler tous les écosystèmes. Faut pas oublier que la biodiversité, c'est le socle de la vie. C'est la diversité génétique, la diversité des espèces de faune et de flore qui permettent d'avoir des écosystèmes qui sont divers et en bonne santé. Et donc, il suffit qu'une espèce disparaisse ou soit déséquilibrée, et ça va déséquilibrer tous les autres maillons de la chaîne trophique. Donc, en gros, ça veut dire que si on n'a plus de requins sur un récif corallien, euh, les espèces de gros poissons vont proliférer puisqu'ils auront plus de prédateurs et vont donc manger toutes les espèces de poissons de taille moyenne. Et ça va faire que les poissons de taille petite vont proliférer aussi, etc. Et tout ça, ça dérègle tout. Et derrière, ça peut créer des catastrophes, comme par exemple les proliférations d'algues vertes en Bretagne qu'on a tous déjà vues ou entendu parler. Ça, c'est à cause d'un excédent de nutriments qui vient, bon, pour le coup, ça vient de nous, hein, mais ça vient des agricultures intensives et de l'élevage de cochons. Ça ramène trop de nutriments dans la mer par les cours d'eau et par le sol, ce qui fait que ça fait proliférer une algue et qui, par la décomposition, est toxique pour les humains, mais surtout, ça bloque toute entrée de lumière dans l'océan et donc ça tue toutes les autres espèces qu'il y a dans l'eau. Donc, c'est un peu tous ces enchaînements catastrophiques qui arrivent quand on dérègle des écosystèmes et donc quand des espèces disparaissent. Et donc, globalement, il se passe des choses comme ça partout. On a beaucoup entendu parler aussi du blanchiment des coraux partout dans le monde à cause des températures qui s'élèvent. En fait, tout est lié. Le climat, il va être encore plus déréglé si la biodiversité n'est pas restaurée et préservée, puisque c'est la biodiversité qui permet de stocker et d'empêcher le carbone d'aller dans l'atmosphère. Euh, Tout ça pour juste rappeler que voilà, tout est lié, que nous-mêmes, on fait partie de la biodiversité, que sans la biodiversité, nous, bah, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas aussi profiter des vacances à la mer, par exemple. Euh, on a plein enfin, tout est lié à la biodiversité et au service que la nature nous rend. Donc voilà, le tableau global est un peu triste, mais les choses sont en train de bouger. En tout cas, moi, je le vois en ce moment avec mon projet WIN, quand je discute et que je suis dans des événements autour du monde économique. C'est quand même cette année le sujet phare, la biodiversité. Bon, après, il ne faut pas que ça soit un peu une mode, comme souvent c'est le cas, même dans la politique. Souvent, on a un mot, un buzzword que tout le monde utilise et après, on n'en entend plus parler. Là, il y a quand même des choses qui se passent au niveau biodiversité. On est en train de réfléchir à comment mettre en place des crédits biodiversité, mais en même temps, il ne faut pas faire la même erreur qu'avec les crédits carbone qui ont été un peu un fiasco. Enfin, c'est technique. Il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place et j'espère que ça sera assez vite. Euh, et c'est d'ailleurs moi ce que je dis beaucoup aux entreprises, c'est de faire comprendre que c'est essentiel de changer ses pratiques pour limiter ses impacts en interne, mais que c'est encore plus important aussi de financer la conservation aujourd'hui, parce que si on entend juste que les entreprises aient réduit leurs impacts, ça va mettre du temps, parce que enfin, ça met du temps pour une entreprise de changer toute sa chaîne de valeur. Donc on peut pas trop se permettre d'attendre en fait. Et, euh, et voilà un peu ce que j'essaye de faire comprendre aux entreprises en tout cas. Ouais, et je suis totalement d'accord avec toi sur la question du financement. C'est même par exemple l'enjeu qu'on retrouve au COP sur le climat tous les ans. À chaque fois, il y a de grands accords qui ressortent de ces conférences, mais tout l'enjeu, c'est encore une fois de trouver le financement. Et les débats, en fait, ils portent principalement sur ça parce que les idées, elles existent, mais c'est aujourd'hui compliqué d'injecter de l'argent dans tout ce qu'on décide. Et encore une fois, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est très, très compliqué de trouver des accords sur le financement. Et c'est toujours une sorte de blocage, en fait. C'est ça qui est un peu désespérant. Ouais, justement, là, avec la COP16, ça a été le gros point noir, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le financement. Maintenant, on a estimé et on sait combien il faut injecter pour
pour restaurer la nature d'ici à 2050, arriver à être, à devenir net positive biodiversity. Mais ils ont zappé la question, quoi. Ils ont pas réussi à se mettre d'accord sur les financements et donc ça va encore retarder. Et ça, c'est le gros point noir, quoi. Les ONG qui étaient présentes, enfin, elles ont vraiment dit que c'était pas normal, quoi. Alors justement, tu parlais de la COP16, donc du 21 octobre au 1er novembre dernier en Colombie. S'est tenue la 16e COP, la 16e conférence des Nations Unies sur la biodiversité. Ces conférences internationales, elles ont lieu tous les 2 ans. Et la dernière fois, en 2022, les parties prenantes, elles avaient signé un accord qui prévoyait la protection de 30% des terres et des mers de la planète à échéance 2030. Qu'en est-il de cela? Et est-ce qu'on a avancé avec la conférence de cette année? T'en parlais un peu, c'était mitigé. Ouais, bah, je suis pas experte de la COP. Je me suis mis de côté les documents à lire là pendant les vacances d'hiver. Euh, mais oui, de ce que j'en ai retenu, c'est que globalement, il n'y a pas eu de prise de position en termes de financement pour justement réussir à préserver et restaurer les écosystèmes. Euh, enfin, pendant la dernière COP, avec la Convention sur la euh, diversité biologique, il y avait justement trois targets qui étaient spécifiques pour le secteur privé. Et c'est sur la base de ces trois targets que moi, j'ai créé WIN aussi. Euh, Après, ce qui est quand même cool, c'est que la France, c'est un des pays pionniers en termes de mise en action, euh, enfin, mise en action à l'échelle nationale des prises de décision mondiales. Donc, par exemple, avec la COP15, il y avait eu derrière la mise en place de la stratégie nationale biodiversité en France. Aujourd'hui, enfin récemment, là, la ministre de l'Environnement a parlé de justement mettre en place des sortes de tests de crédit biodiversité suite aux annonces de la COP16 de ces sujets-là. Donc, on est quand même un pays qui essaye d'être leader sur les sujets environnementaux et heureusement parce que bah, faut bien qu'on s'y mette. Euh, mais voilà, il n'y a pas non plus d'énormes avancées. En fait, enfin, ça doit être quand même compliqué quand tu réunis autant de pays enfin, autour d'une même table qui sont pas du tout dans les mêmes avancées. C'est galère. Et je crois que là, il y avait quoi? Il y avait la COP 29, non, récemment aussi. Ouais. Et il y avait eu plein de discussions mais les pays en voie de développement étaient vraiment pas satisfaits du montant qui allait être alloué pour justement la conservation dans ces pays-là par les pays développés. Apparemment, c'est vraiment en dessous de ce qu'ils espéraient. Donc, il y a toujours un problème, justement, comme tu disais, de trouver les financements pour mieux avancer, quoi. Ouais, c'est toujours assez dérisoire, ça c'est sûr et certain. Euh, Selon toi, quelles seraient les principales mesures à mettre en place pour stopper ou du moins ralentir la 6e extinction de masse que nous, les humains, on est en train de produire? Est-ce que toi, avec ce que tu sais, et juste selon ton propre opinion, qu'est-ce qu'il faudrait faire absolument aujourd'hui pour sauver ce qui nous reste de biodiversité? Hmm. Si j'étais présidente, qu'est-ce que je ferais? C'est ça ta question. Exactement. Bah, c'est très vaste question et je pense pas avoir les réponses, mais ce qui me vient en tête, c'est que il y a quand même, en plus j'en parlais tout à l'heure en rendez-vous, j'adore les projets holistiques qui ont vraiment une vision enfin, ouais, systémique en fait. Ce truc je pense qu'une chose qu'il faudrait faire pour limiter euh, nos impacts sur la chute de la biodiversité, c'est d'arrêter de voir euh, de tout sillonner en fait. On sépare tout. On a séparé le carbone de la nature, on a séparé les humains de l'environnement, on sépare tout en fait parce qu'on se dit que ça va être plus simple à gérer et plus digeste à comprendre et tout, mais en fait le truc c'est qu'on se retrouve coincé parce que tout est lié. Et c'est comme ça me fait revenir un peu à l'exemple des écosystèmes que je disais tout à l'heure, mais
on a besoin de plus de projets qui ont une vision holistique, donc qui vont inclure et le développement économique, mais des activités économiques qui sont dans la gestion durable des ressources, de ressources qui aussi montrent l'importance de préserver les écosystèmes qui créent ces ressources-là, et de revenir donc des modèles qui ont et l'impact social, économique, mais durable, et qui vont aussi du coup préserver la biodiversité, qui est le socle de toutes ces activités-là et du bien-être des gens qui travaillent autour, etc. Donc je pense que développer un maximum de projets comme euh, ça aura un impact parce que ça permet la cohabitation entre les animaux et les humains, puisque la cohabitation, c'est quand même un gros sujet qui fait qu'il y a beaucoup de mécontentement de certaines populations envers la faune sauvage, ce qui est entendable, mais en fait, c'est juste parce qu'on est en train de détruire les écosystèmes et les habitats de ces espèces qui, du coup, ils se retrouvent dans nos villes, et là, ça crée des conflits. euh, où on dérègle les écosystèmes et du coup, ils n'ont plus leur proie habituelle et ils se retrouvent dans nos villes à chasser ou dans nos prairies à chasser des bétails, ou, etc. Essayer de mieux cohabiter et je pense que ça passe par des projets qui ont des visions comme ça. Et après, moi, il y a un sujet qui me tient à cœur et tu le disais, j'avais travaillé à WWF là-dessus. C'est le trafic d'espèces sauvages. On n'en parle pas assez, mais c'est un truc où je me dis, je peux en parler là parce que même en tant que citoyen, on peut avoir un impact positif là-dessus. Le trafic d'espèces sauvages, ça englobe le trafic, par exemple, d'animaux de compagnie, comme des tortues qui sont protégées, mais qui vont quand même être emmenées en Europe pour être un animal de compagnie. C'est aussi des pots pour faire des, des tapis, des objets qui viennent d'animaux. C'est aussi pour la médecine traditionnelle chinoise, où il y a plein de choses qui viennent de la faune sauvage. Mais c'est aussi tout ce qui va être activité de tourisme. Euh, Par exemple, faire des photos avec des bébés tigres, avec des singes qui sont habillés, etc. Tout ça, c'est le trafic d'espèces sauvages. C'est, il me semble, le deuxième plus gros trafic, le troisième plus gros trafic mondial en termes de poids économique. Donc c'est vraiment un gros truc et ça a un impact énorme sur les espèces. Ça fait partie de la surexploitation des espèces. Quand j'expliquais que la nature, enfin que la biodiversité, elle est en chute libre et que 1 million d'espèces est menacée, les 5 menaces principales directes, c'est euh, le changement d'utilisation des sols, donc l'artificialisation des sols, l'agrandissement des villes, etc., l'urbanisation. Le deuxième, c'est la pollution. Ensuite, il y a le changement climatique, la surexploitation. Et donc, dans la surexploitation, tu as le trafic d'espèces sauvages, mais tu as aussi, par exemple, la pêche industrielle, qui est en train de complètement vider les stocks de poissons. Et en cinquième pression, tu as les espèces exotiques envahissantes. Et donc, tout ça pour te répondre à ta question de qu'est-ce que je ferais pour limiter nos impacts sur la préservation des espèces. euh, il faut complètement endiguer le trafic d'espèces sauvages. Et ça peut passer par les réseaux sociaux. Et ça, on s'y attend pas. Mais en fait, en tant que consommateur de réseaux sociaux, si ceux qui nous écoutent, sûrement qui sont sur les réseaux sociaux, si vous voyez passer des contenus qui vous semblent mignons sur des petits singes, sur d'autres espèces, vérifiez et demandez-vous si c'est normal que cette vidéo existe, si le comportement est normal. Et bien souvent, ça ne l'est pas, malheureusement. Et dans ce cas-là, il faut signaler à la plateforme. Il y a la possibilité de signaler abus sur animaux sauvages. Et il faut le faire et il faut essayer de sensibiliser les gens dans les commentaires qui, malheureusement, dans la majeure partie des cas, trouvent ça mignon alors qu'en fait, la réalité derrière est vraiment très glauque, quoi. Et qu'est-ce que tu penses des pétitions? Est-ce que ça marche aussi? Ouais, les pétitions, c'est vachement important. Ça, on peut avoir l'impression que juste en signant un document, ça n'a pas d'impact, mais en fait, ça permet de fédérer une voix commune et ensuite, ça amène un sujet sur la table des politiciens. Donc, c'est hyper important pour le niveau plaidoyer, quoi. Aussi pour montrer que c'est un sujet qui est important pour les gens. Et tout simplement, parfois aussi, je crois que pour
pour faire des propositions de loi, il faut atteindre un certain nombre de, de signatures sur une pétition. Et donc, dans ce cas-là, c'est hyper important quoi, pour justement se faire voir auprès des politiciens et des décideurs. Donc, non, franchement, et puis en plus, ça coûte rien, quoi, ça prend 2 secondes. Et nombreux sont les projets qui, au final, sont abandonnés ou des projets de loi qui sont adoptés grâce à des pétitions et de l'action civile. Et du coup, tu parlais du fait que pour certaines pétitions, il faut atteindre un certain nombre de citoyens qui signent la pétition pour pouvoir créer une proposition de loi au niveau européen. Justement, il y a ce qu'on appelle l'ICE, l'initiative citoyenne européenne, qui fait que quand on va dépasser sur un sujet, donc grâce à une pétition, plus d'1 million de signataires répartis dans cet État membre différent de l'Union européenne. Il y a la Commission européenne qui a une obligation, pas de forcément proposer une loi, mais en tout cas de discuter, de négocier, de voir ce qu'on peut faire sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que en général, les pétitions, on a l'impression que ça peut passer très vite à la trappe, mais pour certains sujets, ça peut être très très intéressant. Donc go 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 les pétitions. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que tu sillonnes sans arrêt de projet en projet, d'aventure en aventure. Et pour ça, du coup, tu as pas mal voyagé. De un, est-ce qu'il y a une aventure que tu retiens en particulier? Et de deux, est-ce qu'il y a encore un endroit où tu rêves d'aller ou une aventure que tu rêves de réaliser? Euh, Est-ce qu'il y en a une en particulier? C'est vrai que j'ai fait beaucoup de voyages, peut-être pour récapituler un peu avant. J'ai dit que j'avais voyagé avec ma famille, mais surtout quand je me suis engagée pour la biodiversité, j'ai fait une première expérience en Indonésie, à Bornéo, où j'ai aidé les ours à- En fait, c'est des ours qui sont victimes justement du trafic d'espèces sauvages. Et je participais à améliorer leur quotidien et surtout à les réhabiliter dans des enclos forestiers, parce que malheureusement, ils ne peuvent pas être réhabilités dans l'état naturel, ils ne survivraient pas. Et donc ça, c'était ma première expérience dans la forêt tropicale à Bornéo. Ma deuxième expérience qui était plutôt enfin, qui avait rien à voir en termes d'écosystème, c'était en Malaisie pour la préservation des tortues marines. Et donc, j'avoue que là, c'était un environnement qui me correspondait mieux, proche de l'eau, comme je disais. Euh, et je pense que c'est une expérience qui m'a vachement marquée parce que, en plus d'être dans un cadre dans lequel je me sens le mieux, on était une équipe une petite dizaine de jeunes engagés. On travaillait pour aider les tortues et on avait une super bonne dynamique. Et je pense que ça m'a vraiment beaucoup marqué ce côté avancer ensemble avec un but commun et vraiment se réveiller tous les matins et savoir ce qu'on va faire et qu'on va avoir de l'impact positif. Euh, donc je pense que c'est peut-être cette expérience-là qui m'a le plus marqué. J'avais retrouvé cette même dynamique-là pendant mon expérience en Corse où j'avais fait un mois de mission environnementale. On a sillonné la côte ouest de la Corse en trimaran à pédale. Et à chaque stop, on faisait de la sensibilisation, on faisait des ramassages de déchets sur les plages, en mer, on faisait des relevés scientifiques, etc. Et c'est vraiment des moments hyper formateurs et vraiment m'ont procuré beaucoup de bonheur aussi d'allier et l'action, euh, la dynamique de groupe et en plus bah, être dans les environnements que j'aime, donc dans l'eau ou au bord de l'eau, quoi. Et pour ce qui est une expérience que j'ai encore envie de faire, évidemment, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais mon obsession en ce moment, c'est que j'aimerais beaucoup partir vivre et m'investir en Outre-mer et notamment en Polynésie. Et donc voilà, j'espère pouvoir y aller avec mon projet et avoir de l'impact là-bas, parler des écosystèmes polynésiens, ramener des financements pour les associations sur place, mettre en lumière les actions, ce genre de choses. C'est un endroit qui me fait rêver aussi, la Polynésie française, franchement, je pense à mon empreinte carbone, Ouais. beaucoup. J'ai aussi eu la chance de voyager et pas qu'en Europe. Ça me donne forcément envie de repartir, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de penser à toutes ces contreparties-là. Mais je pense que si un jour je reprends l'avion, je pense que ça va arriver quand même, même s'il faut faire attention. J'irai bien en Polynésie française. Ça a l'air juste incroyable. Bah ouais, pareil, c'est pour ça que enfin, moi j'ai pu voyager loin et depuis que je suis enfin, indépendante et que je voyage, fais mes voyages professionnels,
je l'ai toujours fait en me disant que c'était OK parce que même si évidemment ça a un impact négatif de prendre l'avion, c'est contrebalancé par l'impact positif que j'apporte sur place et surtout j'essaie de rester longtemps, que ce soit pas juste une lubie de partir une semaine et de revenir. Et c'est aussi pour ça que bah, la Polynésie, ça fait un moment que vraiment ça me démange, mais je me retiens en me disant j'ai pas envie de partir juste comme ça, j'ai envie de pouvoir rester sur place. Et vu que c'est tellement plus loin, je pense minimum 1 an, quoi, mais éventuellement plus pour voilà, contrebalancer les émissions carbone et avoir un impact positif sur place, quoi. Oui, bien sûr. Je pense que c'est toujours important de si on prend l'avion un jour de se poser quelques questions. C'est vraiment pourquoi on y va, combien de temps on reste et qu'est-ce qu'on peut aussi, apporter, à l'endroit où on va, pas, aller à un endroit sans réfléchir et revenir, la semaine d'après donc c'est super cool. Moi, j'avais une question encore pour toi, Émilie. Qu'est-ce qui te porte aujourd'hui, le plus dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce qui me porte le plus? Hum, je pense que c'est toujours la même. En fait, c'est mon fil rouge que j'ai depuis le lycée. Cette mission intrinsèque qui est de participer à la préservation de la biodiversité. Au début, c'était un peu pesant parce que je me disais presque que c'était moi qui devais sauver toutes les espèces, sauf que bah, pas possible, quoi. Je suis qu'une personne. Donc c'était pesant et aujourd'hui, je pense que je le gère un peu mieux, même si j'ai toujours l'impression de jamais en faire assez. Mais ce qui me porte finalement, c'est cette conviction vraiment profonde, cette flamme en moi qui est que bah, je sais quelle est ma mission sur Terre, c'est de fédérer et d'aider les gens à s'engager pour la biodiversité, de mettre en lumière des actions, de participer à tout ça, quoi. Et donc, c'est ça qui me porte. Et après, évidemment, au quotidien, ça va être des petites victoires que je vais avoir, une entreprise que je vais réussir à convaincre de soutenir un projet, quelqu'un qui m'envoie un message pour me dire que grâce à ma carte, il a trouvé une expérience, quelqu'un qui me demande des conseils et se sent enfin guidé par quelqu'un. C'est toutes ces genres de petites victoires qui me motivent au quotidien. Bien, merci Émilie. Est-ce que tu aurais, un mot de la fin à nous partager? Quelque chose à dire à ce petit monde? Je suis pas très bonne pour les mots de la fin, mais le premier truc qui m'est venu en tête quand tu m'as demandé, donc je vais rester là-dessus, c'est de gardez en tête que, en fait, si vous hésitez à vous engager, à prendre une tournure dans votre vie qui est plus dans l'impact, etc., n'hésitez plus parce qu'en fait, même si peut-être que c'est une réorientation et donc vous allez perdre un peu en confort économique ou vous avez peur parce que tous vos proches se lancent plutôt dans des jobs stables, rémunérateurs, etc. En réalité, moi, en auto-entrepreneuriat et en plus dans le domaine de l'environnemental, qui sont donc deux voies qui économiquement sont quand même bah, pas stables, je peux vous assurer que je regrette pas du tout et que tous les matins, je suis vraiment heureuse d'être dans cette position-là et que, en fait, avoir du sens dans sa vie de tous les jours, c'est ce qui rend heureux foncièrement et globalement. Après, c'est pas facile tous les jours, hein, clairement, mais, euh, mais on est toujours rassuré par le fait qu'on suit son chemin et on est fier aussi de ce qu'on apporte dans le monde, quoi. Donc, si vous hésitez à vous engager d'une quelconque manière, vraiment, n'hésitez plus. Et voilà, ça sera mon mot de la fin. Merci à toi, Émilie. Et donc aux auditeurs et aux auditrices de l'épisode, si, comme Émilie, vous avez envie de vous engager en faveur de la conservation de la biodiversité, n'hésitez pas à suivre Émilie Priou sur son Insta. Et à partir de là, vous pourrez trouver dans sa bio son projet Conservation Journey et une carte du monde avec toutes les associations qu'elle a recensées pour faciliter la tâche. Alors n'hésitez plus et surtout, bah, lancez-vous. Merci, Émilie, et à très bientôt. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura parlé d'une manière ou d'une autre. Et merci à Elodie Dalcé pour le montage. Si tu as aimé et que tu veux suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour rester informé dès qu'un nouvel épisode sort. N'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram, Léa-RTHG, pour me faire des retours sur ce que vous en avez pensé. À très vite!